Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une autre Delphine, Delphine Ramon. Pour cet épisode, je vais changer un petit peu ma façon de faire. J'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus spontané. Donc, on n'a pas trop préparé l'épisode avec Delphine. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. On a discuté un peu de son parcours et je me suis dit, ah oui, il y a des choses intéressantes à partager et inspirantes pour mes auditeurs et mes auditrices. Alors Delphine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours perso et pro? Je fais dans le sens que Déjà, tu veux. bonjour à tout le monde, et bonjour à toi Delphine, et je suis contente de partager mon expérience, raconter mon parcours pro et perso, les deux sont liés, j'ai envie de dire, alors on peut essayer de faire une chronologie peut-être pour pas trop perdre le fil. Ouais, bah exactement. Je sais que les deux sont intimement liés chez toi, donc c'est pour ça que j'ai mis les deux, ce que je fais pas forcément habituellement. Mais en fait, moi, ce qui m'avait notamment interpellée, c'est ta voie professionnelle que tu as commencé très très tôt, que tu as eu le courage de commencer très très tôt. Et j'ai envie que tu nous expliques un peu ton parcours dans ce sens. Effectivement, à 22 ans et demi, j'ai décidé d'entreprendre et j'ai pas trop réfléchi à l'époque parce que je suis issue d'une famille de commerçantes dans la famille du côté maternel. Donc, mon arrière-grand-mère s'est retrouvée veuve assez jeune et elle a eu une épicerie. Ma grand-mère a eu un café pendant que grand-père travaillait à l'usine. Hmm. Ma maman a épousé un boulanger, donc ils ont monté très tôt aussi une affaire et elle avait pareil, la vingtaine. Donc je pense que déjà du côté de la lignée maternelle, il y a eu quelque chose voilà, à tenir. Et du côté de mon papa, ils sont tous artisans à leur compte. Donc moi, j'ai toujours grandi dans une famille d'entrepreneurs. Hmm. Et à 22 ans et demi, quand j'ai vu que mes études, il fallait que je fasse des concours, des choses comme ça, et que j'étais pas très assidue à l'école et pas très courageuse d'aller passer des concours, je me suis dit, bah, je vais ouvrir une crêperie. Voilà. Donc, pourquoi une crêperie? Parce que je me disais ça a l'air facile. Et puis j'étais serveuse depuis une saison et demie chez un patron qui m'a quand même appris pas mal de choses de la vie, on va dire, un petit peu un guide pour moi. Et il m'a surtout donné la confiance dans mes capacités parce que bah, moi c'était un job comme ça, d'été, on va dire. Et puis il m'a très vite permis de prendre confiance en moi. Et à 22 ans et demi, quand j'ai dit bon, j'arrive pas, les études, je sais pas quoi faire, et bah je vais monter une crêperie et on verra bien. Et j'ai fait ça pendant près de 12 ans. Ah oui, donc Avec des 22 ans, hauts et 22 bas. ans et demi, et ça pendant 12 ans. Donc là, c'était vraiment cette rencontre. Et ça faisait partie un peu des questions, justement, des rencontres. On en reviendra dessus plus tard. Donc au final, c'est cette rencontre, cette opportunité où ça t'a ouvert cette porte de dire, bon, bah, de toute façon, moi, j'ai grandi dans un environnement d'entrepreneurs et de commerçantes, comme tu disais. Et pourquoi pas aller vers la crêperie. L'aspect culinaire, cuisine, pourquoi ça en particulier? Aujourd'hui, je dirais parce que ça a des valeurs, je pense, de partage. Et moi, j'avais fait des études de sciences médico-sociales dans l'idée de travailler dans le Hmm. social. C'est assez vaste. Mais comme je disais, ma poursuite d'études, c'était plus ou moins soit des concours ou soit des DUT, tout ça. Et moi, j'ai toujours eu des facilités à l'école. J'ai toujours été assez, en vrai, je me rends compte que j'ai toujours été intuitive. Et donc, quand après mon bac, j'ai voulu faire un DUT carrière sociale, gestion urbaine, tout ce qui est aménagement du territoire, politique de la ville. Donc, D'accord. maintenant, on en parle beaucoup, mais et en fait, je me suis dit: «Ah non, mais je vais pas faire 2 3 ans d'études pour me retrouver dans un bureau, ça Hmm. va pas me convenir. Moi, j'ai besoin de faire, je sens que dans mes mains, faut que» pourtant, je suis pas manuelle, mais je me dis créative. Donc, et je pense que la cuisine, c'était quelque chose où ma créativité Hmm. pouvait parler. Et puis aussi, bah, recevoir des gens, échanger et être dans l'accueil, le partage, tout l'aspect convivial de la cuisine, quoi. Hmm. Ouais, oui, c'est ce dont on avait parlé quand on avait préparé un petit peu le podcast ensemble, cette notion de partage qui était hyper importante pour toi. Ok, donc tu as fait ça 22 ans et demi, donc pendant 12 ans, tu disais tout à l'heure. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 12 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 ans, peut-être? Bah, pendant 12 ans, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu dis pendant 12 ans, mais comme si c'était, enfin, c'est fini, cette période-là.
Et ça a Aujourd'hui, été c'est 22 fini. ans et demi dans la même structure, la même entreprise, dans la même création d'activité? Pendant 12 ans, oui. Ok. J'ai ouvert ma crêperie à Mayenne. Et voilà, j'ai cheminé. J'ai commencé avec 20 places assises. Au bout d'un an, j'ai augmenté ma capacité d'accueil parce que les clients venaient. Hmm. J'ai toujours eu un lieu où voilà, il y avait, les gens venaient facilement. Après, j'ai créé une terrasse, donc voilà. Et puis moi, je suis quelqu'un de projet qui avance toujours et qui a besoin de projets pour avancer. Et puis, comme j'ai vu mes parents toujours entreprendre, bah voilà, j'allais de projet en projet. Et donc, j'ai monté un peu mes compétences sur tous les niveaux, comme ça, gentiment. Sauf qu'à un moment, bah, je me suis épuisée, en fait. Hmm. J'ai eu une première période où j'étais pas très bien parce que, bah, à 22 ans et demi, on mélange un peu le pro, le perso, la vie sentimentale. Et puis voilà, on a envie de sortir, faire des choses. Hmm. Donc je pense que voilà. Et puis j'avais plus de projet qui me nourrissait à ce moment-là. Donc j'ai eu une période un peu plus difficile déjà de burn-out, mais on n'en parlait pas à l'époque parce Ouais. que je suis chef d'entreprise et voilà. Et à un moment, je suis partie en vacances et je suis allée manger des burgers et tout l'été. Et je suis revenue avec une idée, un concept de créer du snacking breton et ça m'a redonné l'élan et ça m'a permis de retenir pendant 2 3 ans voilà, le cap de mon entreprise. J'ai même monté une deuxième entreprise parce que je croyais vraiment dans mon projet de développer du snacking breton, dans l'idée d'apporter du bien manger, comme je disais aux gens, parce que l'alimentation, c'est important aussi pour le corps, pour l'équilibre mental, pour plein de choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les nerfs ont lâché parce que j'en pouvais plus, Hmm. quoi. Donc là, j'ai vraiment fait le burn-out en 2019 où j'ai eu des gens qui sont venus autour de moi pour me dire, bah, Delphine, en fait, t'es fatiguée, prends soin de toi parce qu'au bout d'un moment, quand on prend pas soin de soi, c'est la vie qui te met tout ce qu'il te faut sur ton chemin pour te dire de t'arrêter. Donc, et bah, j'ai eu l'intuition d'arrêter en novembre 2019, déjà moi. Mon entreprise tournait avec mes salariés sans savoir ce que ça allait donner parce Hmm. que c'était que moi je prenne du recul et que je réfléchisse. Et puis, la fin d'année était quand même compliquée, tout ça. Et en janvier, je me rappelle d'une nuit où j'ai pas dormi. Et là, j'ai dit, bon, bah, j'ai pas, je sais pas pourquoi, mais je dis, il faut que j'aille, il faut que j'appelle le tribunal et demander ce qui est possible, en fait. Et on m'a parlé de faire une liquidation judiciaire. Hmm. Et du coup, ça a été une porte de sortie. Ça a permis de sécuriser mes salariés parce que j'avais des salariés Ouais. aussi. Hein. J'ai pas fait toute seule pendant tout ce temps-là. Et ça m'a permis de lâcher prise vraiment. Et ce qu'on savait pas en janvier 2020, c'est que 2 mois après, on allait être tous confinés et c'est là où je dis: «J'ai encore eu de l'intuition» parce que je pense que j'ai arrêté, comme je dis en rigolant: «Je m'arrête, le monde entier s'arrête». Ouais. Donc un sportif, mais c'est une période, moi, qui m'a permis de prendre du recul et de me reposer vraiment et de faire, toutes les étapes du «deuil» entre guillemets parce que, quand on crée une entreprise, moi j'ai pas eu d'enfant, j'ai voilà, donc c'est un peu comme un enfant, donc Hmm. il y avait des étapes à cheminer. Et ce qui se passe, avec ce confinement à ce moment-là, c'est la prise de conscience que, bah, oui, de toute façon, faut s'arrêter, quoi. Hmm. Le monde s'arrête, je m'arrête, je suis malade, je prends le temps qu'il faut. Et là, bah, pareil, bah, essayer de se remettre, aligné et puis, faire confiance à la vie et aux rencontres. Et depuis, en fait, c'est mon moteur maintenant. J'ai toujours ces valeurs de la cuisine, du partage, de la convivialité, mais j'ai en plus la confiance en la vie et la confiance dans les rencontres parce que ce temps-là m'a permis de me rendre compte justement que mon patron avait été très aidant et formateur, que la personne qui m'a dit de m'arrêter en 2019, c'est pas par hasard qu'elle était Ouais. là. J'ai toujours été bien entourée, bien guidée, en fait. Hmm. Donc j'ai voilà, 1 an d'arrêt maladie, le temps du confinement, on va dire. J'ai voulu reprendre des études. Et puis toujours avec, ce côté, bon allez, je vais de l'avant, je suis positive parce que ça reste mon caractère et première expérience de retourner vers l'emploi, je veux reprendre des études en alternance et je tombe sur un directeur, pervers narcissique. Je suis désolée, j'aime pas ce Hmm. mot parce qu'il a été trop utilisé, mais là, Hmm. c'est vraiment le cas parce qu'avec le recul, j'ai eu des témoignages d'anciennes collègues et il a mis tout
l'établissement scolaire à mal. Mmh. Ce qui fait que je me disais: «Ah, c'est bizarre, moi qui fonctionne en rencontre et tout, comment ça se fait?» Donc j'ai vite arrêté cette reprise d'études et en fait, je pense que là, c'était le signal aussi que j'étais pas encore à ma place, Mmh. que c'était pas ça la reprise d'études. Donc je dis: «Bon, c'est pas grave, je continue à cheminer». Faut pas oublier que moi j'ai fait un burn-out, j'ai liquidé mon Ouais, entreprise, donc je me ouais, retrouve à avoir bossé pendant 12 ans, à me retrouver avec zéro, en «précarité» entre ouais, guillemets, ouais. en insécurité financière et j'ai toujours eu de la chance par contre d'avoir un entourage familial et amical très, très Soutenant. dispo Mmh. et soutenant. Du coup, je dis: «Bon allez» et puis là, moi je faisais de la chorale pour m'aider à aller bien. Quelqu'un de la chorale qui me dit: «J'ai une copine qui a une boutique de fringues, elle cherche une responsable». Je dis: «OK, bon bah je vais aller voir». Donc j'y vais, elle me promet de me former, tout ça. Je postule et là, rebelote, je tombe sur une personnalité un peu défaillante. Mmh. Chose que je savais pas, c'est que sa boîte était en train de tomber. En fait, Ah oui. les fournisseurs m'appelaient, me dire: «Bah, la marchandise a toujours pas été payée». Moi, j'étais responsable de boutique, mais j'avais pas la main sur les comptes, tout ça. Mmh Donc, mh. au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon, je pense que là encore, c'est une Ouais, rencontre pour c'est me pas dire ça, que ouais. je suis pas Mmh. à ma place, je suis pas Mmh. encore alignée». Donc je m'en vais, je me tire de cette situation et là je dis: «Bon allez, 2 échecs coup sur coup, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait?» Et là je décide de faire vraiment le raz-de-marée que j'avais pas pu faire à la sortie du confinement, c'est-à-dire vraiment tout quitter et j'ai pas Délesté. le me délester de tout. Donc bah, je quitte mon emploi, je quitte le compagnon de vie avec qui j'étais à l'époque depuis, ce 2019 là Mmh. et je rends l'appartement où j'étais et je me dis: «Je m'en vais marcher toute seule avec mon sac à dos». J'ai jamais fait ça dans ma vie de me retrouver seule, donc je dis: «J'ai l'impression que c'est la vie m'appelle à ça, en fait». Mmh mh. Et en partant, mon moteur, c'était toujours les rencontres. C'était aussi de me dire: «Bon, bah, je vais aller loin, voir, des gens qui me connaissent pas et voir, ce que je leur renvoie». Parce que là, Ouais. j'étais toujours restée dans mon environnement, donc j'étais toujours Delphine, l'ancienne crêpière, la fille d'eux, la commerçante de la rue, la copine de Mmh. donc là, j'ai dit: «Je veux plus de ces étiquettes-là». Mmh. Moi, pour moi, j'ai besoin aussi de savoir qui je suis. Ça, c'est mon moteur aussi et je pars du coup, sur le chemin de Compostelle parce que je me dis: «Là-bas, il y aura toujours du monde et il y aura» je pense, c'est un chemin qui attire et il y a une notion spirituelle quand même qui m'attirait dans ce départ, quoi. Et Donc je avec pars cette, du camp notion de dépouillement aussi du coup, qui est sur le oui, chemin c'est et ça. que toi, c'était la démarche dans laquelle tu étais quand tu as commencé à prendre, Effectivement, c'est ça que j'ai dit en partant. J'ai dit: Je vide tout et la vie va m'apporter ce qui va être bon pour mmh, moi». Parce que mmh, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est avec les 2 emplois là, la reprise d'études et le poste de responsable de boutique, c'est que j'allais prendre ça pour nourrir mon insécurité oui, financière et au complètement, ouais. final, Mmh, c'était pas des choses qui me faisaient vibrer. ouais. Donc je pense que c'est pour ça que je suis tombée sur des personnalités aussi qui étaient pas compatibles avec mes fragilités. Donc là, j'ai dit: «C'est pas grave, j'ai plus rien à perdre de toute façon et en plus, c'est moi qui ai fait le choix pour une fois et on verra ce que la vie va m'apporter». Mmh. Donc je pars toute seule, une copine m'accompagne à la gare. Moi, j'ai jamais fait ça. Les gens me disent: «Mais Delphine, tu te rends pas compte de tout ce que tu fais et tout». Moi, je m'en rendais pas compte. Tu étais dans l'expérience quoi, tu avais envie de le Moi, vivre. je dis: «Vous savez, je me suis installée à 22 ans, j'ai jamais vécu Ah de bah road oui. trip comme ça». Je dis: Mmh. «Moi, le plus dur pour moi, déjà, ça va être de monter dans le train». Mmh Je mh. dis: «Une fois que je vais être là-bas, je vais pas avoir le choix de marcher, mais le plus dur, c'est d'être seule». Moi, j'ai toujours été à Mayenne, j'ai jamais trop voyagé, donc heu je sentais l'enthousiasme, de mon entourage, donc c'était cool et quand j'arrive, bon, bah, je suis toute seule, je et c'était drôle sur ce chemin. Parce que tout le long de ce chemin, je suis partie en me disant aussi: «Bon allez, j'ai 36 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai plus de compagnon, j'ai plus d'appart. Où je peux aller? Et la suite, en fait?» Mmh. Et en fait, j'ai pas arrêté de rencontrer des Mayennais sur le chemin pendant les 12 jours où j'ai marché jusqu'à Figeac, quoi. Et donc bon, bah, je me dis: «Je crois que la Mayenne quand même, C'est le c'est bon là non, ça a qu'il l'air faut d'être le bon endroit. ça a l'air d'être là qu'il faut que je sois, ouais». Mmh. Mais ouais,
le premier jour de marche, je tombe quand même sur une cliente de la crêperie. Donc, je me dis: Ouais, «Zut, c'est incroyable ça. je viens Ouais. ici pour, me délester de ça et je tombe sur une cliente, quoi». Mmh mh. Mais que des histoires rigolotes. 3e nuit, je crois, j'avais réservé avant de partir parce que j'avais encore ce besoin de tout contrôler et tout. Donc, je prépare mon parcours et puis je réserve mes lieux de nuit pour, j'appelle un gîte pour la ville de Sorgues et il me dit: «Ah bah, je serai pas là, mais il y a 2 hommes qui ont déjà réservé, donc je vous laisserai une clé, il y a pas de souci». Sur le coup, je dis: «Bah, je vais me retrouver toute seule avec 2 hommes, je sais pas trop, Mmh. quoi». Bon, je dis: «De toute façon, j'ai appelé, je sais pas, il faut et je fais confiance». Donc j'y repense pas trop quand j'arrive, le jour, en plus c'est un dimanche, dans le village, c'est la fête du village. Tous les jeunes, il y a une coutume là-bas, ils font la fête, il y a des confettis partout, donc ça donne une ambiance un peu, particulière quand même. Particulière parce qu'en fait, ils étaient tous bien saouls, Ah oui. donc Mmh. une femme seule et tout, c'était pas foufou quand Ah même. ouais, ouais. Mmh. J'arrive au gîte et du coup, on se présente, avec les 2 hommes qui étaient déjà là. En fait, c'était un père et son fils, qui a 10 ans de moins que moi, donc on se demande d'où on est et ils me disent: «Bah, nous, on est de Laval en Mayenne». Bah, moi, je dis: «Bah, je suis de Mayenne en Mayenne, quoi». Très drôle. Je Mmh. dis: «Bon, le village, c'est un peu particulier. Moi, j'ai rien réservé pour manger. Est-ce que vous avez réservé quelque chose?» Il dit: «Bah, oui, au restaurant là-bas, mais». Je dis: «Bah, est-ce que vous pensez que c'est possible que je mange avec vous? J'ai pas envie de manger seule». Ils me disent: «Oui, oui, mais on ne paye pas ton repas», mais en rigolant, Je dis: «Non, non, c'est pas le but», mais et en fait, on va là-bas, on va manger tous les 3, on sympathise tellement, il y a tellement une alchimie qui se crée entre nous et aujourd'hui, le fils, donc qui a 10 ans de moins que moi, Pierre, je le vois toujours et en Mmh. fait, son père, Éric, à la fin du repas, il me dit: «Non, mais c'est bon, je te paye à manger», et voilà, comme quoi, Mmh. le cadeau, était bienvenu. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, à un moment, je marche, il y a un endroit où c'est un fourni, avec des nanas qui gèrent, et le fourni est en prix libre et accès libre, en fait. Les gens viennent, si elles sont pas là, ils se servent et tout Mmh. et là, ce jour-là, il y avait quand même, une nana qui était en train de cuire. Donc moi, je rappelle, hein, je suis fille de boulanger, donc je Oui. suis contente de m'arrêter là-bas et puis, juste avant d'arriver là-bas, je commence à croiser 2 dames, on marche au même rythme et tout, puis on commence à parler. «Bah, vous venez d'où?» «Ah bah, nous, on vient d'à côté de Laval». Bon, je dis: «Bon, bah, encore 2 Mayennaises». Donc on en rigole, tout ça, on En fait, tout s'arrête le au monde s'était premier donné rendez-vous, toute la toute la Mayenne avait Mayenne, prévu de faire, Compostelle au même moment. c'est ça et au final, on s'arrête et tout, on prend les petits gâteaux et puis on parle à la fille qui cuit le pain. On dit: «C'est sympa le lieu ce que vous avez créé et tout» et puis, bah, c'est bien de faire confiance aux gens qui payent en autonomie, tout ça. Et puis on demande un peu, bah, comment c'est géré. Elle dit: «Bah, tous nos produits sont locaux sauf le beurre». «Ah bon?» «Bah oui, le beurre, il vient de la Mayenne». Donc on rigole avec les 2 dames, je dis: «Ben, on est trop mayonnaises» et en fait, une des associées qui a monté le lieu, elle était venue faire un stage en Mayenne, elle avait rencontré la crèmerie qui faisait le beurre et Mmh. voilà. Non, mais c'est donc voilà, moi je crois à tous ces petits signes et tous ces petits clins d'œil de la vie quand même qui Mmh. sont assez fous. Et tu disais tout à l'heure que justement tu avais fait aussi Compostelle, donc ça t'a bien confirmé que tu es bien une mayonnaise pure souche, que c'est vraiment dans ton sang, dans tes cellules, dans tout. Et tu disais aussi que tu avais envie, de que les gens te voient pour qui tu es vraiment et pas dans ton rôle au final, que tu avais pu, dans les différents métiers que tu as vus où tu disais la celle qui est dans la rue, la commerçante, et qu'est-ce que tu as appris sur toi justement pendant ce voyage? Ah bah, j'ai appris que j'étais trop dans le contrôle justement, qu'il Mmh. fallait que j'apprenne un peu à lâcher. En fait, moi, très rapidement, je vais croiser une première personne, Eddy, qui est dans mes âges et qui est pareil, qui est un peu paumé, qui est retourné habiter chez ses parents et qui se pose des questions et lui qui est contrôle fric à fond aussi, Mmh. du coup, voilà, ça de la voir en miroir, ça m'a Mmh. aidée à me dire: «Tiens, peut-être qu'il faudrait que je sois moins stressée parce que». Et puis très vite, il y a Lucie aussi, on va marcher très rapidement tous les 3. Et Lucie, pareil, elle est dans une période où elle a tout lâché et elle marche pour, et on se retrouve et comme je dis, c'est le trio magique en fait et on se soutient tous les 3. Mmh. Et du coup, ils se sont vite, calés sur mon parcours vu que moi, j'avais tout réservé avant de partir
Pas eux par contre, pas Eddie qui est dans le contrôle parce qu'il Mhm. avait déjà fait, l'expérience, quelques années avant. Mhm. Mais on se retrouve, voilà, et on s'appelle le trio magique et puis on veille les uns sur les autres. J'ai marché 12 jours moi en fait au total Mhm. D'accord, ok. voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai vu aussi des gens qui m'ont, quand je leur parlais un peu de mon expérience, qui se disaient: «Bah Delphine, c'est pas rien quand même de monter une crêperie à 20 ans et tout». Mhm. Je dis: «Bah si, c'est normal». Pour Ouais, moi, mais non, c'était ouais. normal en fait. Mhm. Je suis née là-dedans, mais non, ça m'a permis de prendre conscience que, bah, ce que j'avais fait quand même Mhm. depuis, toutes ces années, c'était, quand même, pas à la portée de tous et tout, donc ça m'a permis de reprendre conscience, de ça et confiance dans toute la force que Ouais. j'avais en fait pour, Dans mettre des tes choses en voilà. action, quoi. Dans la capacité, après bien évidemment dans la limite aussi parce que ça t'a quand même amené sur un burn-out, hein, bien évidemment, mais de dire que tu as déjà, vécu tout ça, tu es déjà riche de tout ce bagage et donc je commençais à poser la question tout à l'heure, donc j'entends qu'il y a beaucoup de rencontres, hein, quand même dans ta vie, qui ont marqué un peu des étapes. Ce serait quoi, tes 3 rencontres qui vraiment, ça peut être des personnes que tu as pas côtoyées forcément très longtemps, mais qui ont eu vraiment un impact dans ta trajectoire? Je dirais, ça m'émeut en plus, je dirais ma maîtresse de grande section. Ah ouais, de grandes sections déjà? Ah oui, ça Ouais, remonte! parce que c'était la voisine Mmh. de quand j'habitais à la boulangerie, avec mes parents. Ouais. Donc déjà, elle avait sympathisé un peu avec mes parents et toute ma classe était venue visiter le fourni. Donc Mmh. ça, j'ai un souvenir de ça et quand je suis passée en CP, tous les mercredis, j'allais chez elle et elle me faisait la lecture et Mmh. il faut savoir que Suzette, aujourd'hui, elle a plus de 85 ans. Je la vois toujours. Je la vois D'accord. pas régulièrement, mais je suis à même très souvent de m'arrêter chez elle et de lui faire un petit coucou et Mmh. là, on s'est revus ça fera 3 ans et pareil, elle a toujours un regard, très protecteur et très, plein d'apprentissage, en fait. Donc ouais, elle, c'est très important. La Elle t'a deuxième, transmis des choses? Tu dirais qu'elle t'a transmis des choses ou? oui, je pense, mais je sais pas comment dire, mais le fait d'avoir, été près de moi, en dehors de l'école, ça a Mmh. donné, à notre relation un petit truc en plus. Je sais pas pourquoi, mais oui. Mmh. D'accord, comme un soutien quoi, vraiment. Mmh. Après, en vrai, j'ai envie de dire, j'en avais peut-être pas parlé, mais j'ai fait du catéchisme. Je suis pas hyper croyante, mais je pense que c'est ça aujourd'hui qui me donne ma foi et ma Mmh. spiritualité, la confiance dans la vie. Et après le catéchisme, une fois qu'on fait sa communion, on fait ce qu'on appelle l'aumônerie et Mmh. on peut aller jusqu'à la confirmation. Moi, je suis pas allée jusque-là, mais je faisais de l'aumônerie avec un aumônier qui s'appelait René et pareil, je l'ai croisé il y a pas très longtemps. Je sais qu'il est décédé depuis, mais Mmh mh. et c'est quelqu'un que quand je l'ai recroisé, ça m'a Mmh. remis en mémoire tous ces apprentissages, en fait, parce qu'en fait, on parlait jamais de Jésus, on parlait toujours de la paix, de s'aider les uns et les De autres, valeur quoi. parce Mmh. de valeurs humaines et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait qui je suis Mmh. et en fait, René, dans son parcours, il avait été vivre au Chili sous Pinochet. Il était revenu, Ah oui. quand Pinochet arrivait. Donc il nous parlait beaucoup de la guerre et tout et pour moi, je pense que ça m'a marqué, sa rencontre m'a marqué aussi parce que, il nous a transmis quand même des valeurs à tout ce qu'on était là, les 7-8 mômes de l'époque, de 12 à 15 ans, et Mmh. puis il organisait des temps de rencontre, on allait pique-niquer, on faisait des choses. Donc un peu un côté comme ça d'entraide, mutuelle. Et puis la troisième personne, je pense, c'est Claude, c'est mon patron quand je me suis installée, avant que je m'installe, quand j'étais serveuse, Mmh. qui moi je venais pour un job d'été en fait et puis j'ai fait 2 saisons avec lui et j'ai appris beaucoup de choses en l'observant, en étant dans l'échange avec lui aussi, de son parcours, de son passé, de sa vie et j'étais un peu comme sa fille en vrai, Mmh. et il le dira jamais, mais j'étais sa meilleure serveuse. Parce que je pense qu'on avait cette complicité et tellement, reconnaissant que moi j'avais 20 ans à l'époque et lui il avait l'habitude de voyager
il m'avait offert un billet aller-retour à Madagascar. Donc c'est lui qui m'a aussi, ouvert l'esprit sur ce côté de rencontrer des gens, d'aller, ailleurs, je pense que voilà et puis dans cette confiance qui m'a apporté de mes capacités de travailler, en fait, parce que moi, comme je dis, à l'école, c'était facile, c'était instinctif, j'apprenais, j'avais même pas besoin d'ouvrir mes cahiers, donc j'ai jamais été bûcheuse dans l'idée, j'ai jamais eu de méthodologie de Hmm. travail, de discipline. Je rappelle, mes parents étaient boulangers, donc pas beaucoup, on est 3 enfants et pas beaucoup de temps avec eux et des souvenirs de vacances avec les grands-parents, pas forcément avec mes parents, donc et bah, Claude, il m'a permis ça dans ma vie et je pense que sans cette expérience au sein de l'Auberge des Pins, là, j'aurais pas ouvert ma crêperie Hmm. et ma vie aurait été tout autre. Ouais, c'est une rencontre qui a été vraiment un pivot dans ta vie, quoi. Et j'ai Ouais. envie de reparler de l'intuition, parce que c'était intéressant tout à l'heure, que tu disais qu'au final, tu t'es dit, bah tiens, je vais aller reprendre, faire une formation. Et puis au final, bon, bah, t'as arrêté en cours de route. Pour la boutique de vêtements, c'est pareil. Il s'est passé quoi à ces moments-là? Parce que du coup, toi qui es une intuitive, t'as pas écouté au final ça. Tu parlais de ta sécurité, que c'était une recherche de sécurité. Est-ce que tu as d'autres cas comme ça où t'as pas écouté ton intuition et tu t'es dit, mince, j'aurais dû? Bah, en fait, je sais pas si je vais être dans le thème, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai des clés de compréhension et j'ai des boussoles que toutes ces expériences m'ont apportées. Dès que je Hmm. sens une gêne ou un inconfort, bah, c'est D'accord. qu'il y a un truc que Ouais, j'ai ouais. pas écouté avant. Hmm. Dès que j'ai mon sentiment d'insécurité qui pointe le nez et que ça commence à me faire ruminer des choses, à être en boucle sur, un sujet, je me dis: «Ah, là» donc avant où j'allais y passer 3 semaines, un mois avant de comprendre, maintenant c'est beaucoup plus Beaucoup rapide, plus rapide. Hmm. ouais, pour me réaligner, pour me dire: «Ah» pour changer des choses dans ma vie parce qu'en fait le changement il peut venir que de soi. Si on attend qu'il vienne des autres, on changera jamais en fait, Hmm. et ça, je m'en rends compte avec, les expériences de vie, les gens qui étaient autour de moi, j'ai un comparatif, dans ma vie de gens que j'ai côtoyés et voilà, on fait tous les gens nous apportent quelque chose, voilà. Hmm. Je veux Hmm. pas, dire: «Ah, c'est des mauvais gens», non, Oui, oui, parce oui, qu'au bien moment sûr. où je les ai Hmm. côtoyés, je trouvais un intérêt commun et voilà. Mais en tout cas, il y a des relations qui ont pas toujours été épanouissantes pour moi et du coup, avec le recul, voilà, je me dis: C'était un apprentissage, c'était des choses à apprendre». Hmm. Maintenant, bah, quand, on me met dans une situation où on me fait culpabiliser, je sais que non, c'est Ouais. pas ce que je veux vivre et que c'est une personne qui a pas besoin d'être dans mon entourage parce que j'ai plus l'énergie pour ça, je vais plus gaspiller, donc maintenant, ça va plutôt être ça, des petits drapeaux qui vont venir alerter de: «Tiens». Hmm. Et tu disais tout à l'heure, tu as un ressenti, une gêne, un inconfort. Sinon, ça se manifeste comment, ton intuition? C'est très corporel? C'est dans... Tu parlais d'angoisse aussi. Ouais, moi, ça va être de l'angoisse, ça va être dans le ventre, ça va être, la respiration qui se bloque et puis ça va être le cerveau qui en vrai, pour une image mentale, pour les gens, c'est comme si dans ma tête, c'était de l'électricité qui passe tout le temps et du coup, D'accord. ça surchauffe, quoi. Hmm. Hmm. Et du coup, les pensées, elles partent, elles fusent et bah, c'est usant, c'est fatigant à vivre et le burn-out, ça a été ça, en fait. Je pense que Hmm. j'ai été sous tension très longtemps et qu'au bout d'un moment, ça comme je dis, j'ai rempli une grosse cocotte minute avec, des problèmes personnels, des problèmes financiers, les problèmes de management, de gestion d'entreprise, tout ça et puis j'ai fermé très fort la cocotte, j'ai Hmm. secoué et Hmm. puis à un Hmm. moment, Hmm. ça s'est ouvert tout seul et puis on peut plus, quoi. Hmm. 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 Pas le choix de péter, quoi, donc Ouais, ouais, ouais. moi, j'ai eu de la chance avant que ça pète et que ça me fasse, beaucoup de difficultés. C'est que j'ai des gens qui m'ont alertée et qui m'ont permis d'arrêter avant que mais 6 ans après, j'ai toujours un peu des douleurs qui viennent me rappeler. Voilà, Et maintenant, aujourd'hui, tu es en capacité d'identifier les signaux parce que tu es c'est plus ça. attentive à ce qui se passe en toi pour prendre des décisions alignées, puis à écouter cette voix intérieure. Parce que quand tu dis la cocotte minute, là, tu as tout mis dedans, mais alors là, il n'y a pas d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur quand c'est comme ça. On est bien tout sous le tapis jusqu'au jour où le corps, bah, il dit stop, quoi. Voilà, parce que Ouais, notre mais ça, corps, il j'ai sait plus bien avant envie de le nous. vivre. Ouais, ouais. Mm. Mm. Et justement, comment tu visualises ton toi du futur?
Moi, du futur. T'as Je la sais version pas. de toi dans quelques temps, tu vois, pas forcément ton futur, mais en tout cas, la Delphine qui est en train de devenir ou la Delphine vers laquelle tu aspires. Ben, en fait, là, mon présent proche, il vient tellement de changer depuis quelques temps parce que j'ai fait une rencontre sentimentale qui est en train de venir bouleverser pas mal de choses là dernièrement, que j'ai pas envie de précipiter de voilà, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré un allié déjà dans ma vie, quelqu'un qui va être soutenant. Donc ça, c'est cool. Donc j'aimerais quand même dans mon futur qu'il soit toujours là. Mmh. Et là, ce que je vis depuis qu'on se côtoie, c'est quand même que j'ai mon insécurité là qui est présent parce que je travaille à mi-temps et que je me rends compte que financièrement, c'est un peu juste pour les projets et que du coup, comme je travaille à mi-temps, je me dis, bon, bah, j'ai le temps pour faire d'autres choses associatives, tout ça, mais au final, je suis en train de m'épuiser dans des choses. Mmh. Donc là, effectivement, dernièrement, j'ai ces petits drapeaux là d'inconfort qui me disent, et c'était une conversation qu'on a eue dimanche en se disant, bon, on va pas précipiter, mais donc mon futur, je pense qu'il sera pas forcément Mayenne justement et pas forcément dans l'entrepreneuriat. Là, je sais pas trop. J'ai envie de dire que j'ai pas trop envie de me poser ces questions-là Mmh. parce que c'est l'instant présent qui compte. Ouais. On m'a tellement dit quand j'étais mal, Delphine, lâche prise, mais je comprenais pas, je savais Mmh. pas. Je crois que j'ai compris le mot lâcher prise 3 ans après, en fait, Mmh. de mon burn-out, où je parlais avec une amie qui est chamane. Et je sais pas ce qui est venu se déclencher. Et j'ai vraiment eu l'image de moi accrochée à une liane et de tout lâcher et d'accepter le vide en fait. Et ben le lâcher prise et l'instant présent, c'est être en accord pour moi de marcher sans savoir si à un moment tout Mmh. va pas tomber sous. Mais c'est pas grave parce que en dessous il y aura quelque chose de mieux. De Mmh. toute façon, le changement Ah il ouais. est toujours pour du mieux. Ils sont durs à vivre ces moments parce qu'on s'accroche à ce qu'on connaît. Et du coup, bah, c'est facile, même quand on est dans des environnements un peu défaillants, toxiques et tout. On sait, on va se lever le matin, on sait que ça va être. Mais le changement nous fait tellement peur qu'on préfère rester dans nos zones, voilà, de connaissance. Ouais. Et au final, moi, j'ai envie de dire à tout le monde, bah, c'est pas grave, sautez dans le vide et puis vous verrez en dessous, c'est tout moelleux et il y a plein de choses bien, quoi. Eh bien, écoute, je crois que ça sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Delphine, pour ton partage, pour tout ce parcours vraiment inspirant, aussi bien pour les personnes qui veulent se lancer très tôt dans l'entrepreneuriat, donc d'être bien vigilant sur toute cette partie de respecter ses limites et son rythme, et ce courage que tu as eu de te dépouiller de ce qui symbolisait ta vie sur le plan personnel, professionnel, pour pouvoir aller faire Compostelle, même si tu es partie, t'as ramené beaucoup en Mayenne. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans ta vie personnelle et professionnelle, et je pense que ce n'est que le début de l'aventure. Merci beaucoup Delphine de m'avoir permis de partager mon expérience parce que je trouve que c'est des moments qui peuvent, j'espère, vont aider certains et certaines à avancer dans leur chemin personnel. Je n'en Merci doute pas. beaucoup. Merci à toi, Delphine.